Salut les barbares, aujourd'hui on va parler de science et de confiance. Ça vous paraît saugrenu ? Aujourd'hui on va poser les bases d'un sujet bien plus large et qui nous concerne tous. Comment répondre à des questions concrètes de la vie de tous les jours. Par exemple, le Wi-Fi est-il dangereux ? Les Américains sont-ils allés sur la Lune ? Que manger pour maximiser la prise de masse ? Les magnétiseurs, qu'en penser ? Que ce soit pour le plaisir ou pour prendre des décisions importantes, se faire un avis, c'est quelque chose qu'on est tous obligés de faire en permanence. Or, dans le monde actuel, cet exercice est devenu dur, très dur. L'accès à l'information n'a jamais été aussi facile. Avec Internet, les informations se diffusent, les vraies comme les fausses. Mais du coup, on ne sait plus qui croire, en qui avoir confiance. Donc, dans cette vidéo, on pose les bases, et parfois poser les bonnes questions, c'est déjà entrevoir le chemin vers les bonnes réponses. Faire un état des lieux pour comprendre où on est, où on va. Après énormément de réflexion, de travail de recherche et de documentation, on a décidé de vous présenter ce qui nous semble être le mieux, le plus efficace. Et pour cela, on a décidé d'y consacrer une série de vidéos. Dans cette série de vidéos, on ne va pas parler de méthodes scientifiques dans l'absolu, mais bien dans le monde réel. Plutôt que de vous balancer directement nos réponses à de grandes questions, on veut vous expliquer la méthode. Vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner directement le poisson. Vous inquiétez pas, on est là aussi pour vous donner du poisson frais, parce qu'on est comme ça, on est sympa en vrai. Mais au lieu de faire des top 5 en mode copier-coller de vidéos américaines et de faire ce qu'on appelle désormais du putaclic, on aime aller au fond des choses. J'espère que ça vous dit, en tout cas nous, ça nous fait plaisir de partager tout ça avec vous. On pense que la science peut aider à trouver des ingrédients, des manières de faire qui permettent d'atteindre un lifestyle du beau et du bien. Un esprit sain dans un corps sain. Ou encore un esprit efficace dans un corps efficace. La santé physique et mentale. En qui avoir confiance ? Comment trier le vrai du faux ? Comment se faire un avis rationnel en 2-2 ? Qu'est-ce qu'une preuve scientifique valide ? Comment ne pas tomber dans le panneau des charlatans ou des pseudosciences ? À l'inverse, comment reconnaître une étude bidonnée ? Comment garder l'esprit critique sans tomber dans le complotisme ? Si toutes ces questions vous intéressent, abonnez-vous tout de suite à la chaîne pour ne rien louper. Et puis, ça nous encourage à continuer. Trêve de bavardage, on est parti ! Le thème de cette première vidéo, c'est ce qu'on estime être un des plus gros problèmes de notre époque, à savoir la crise de la confiance. Il y a un vieux fond de méfiance qui s'est installé à l'égard des élites. Déjà à l'égard du monde politique, même si c'est pas trop le sujet, mais aussi à l'égard du monde scientifique. Et pour cause, c'est pas sorti de nulle part, il y a pas mal de scandales qui ont secoué l'actu de ces 20 dernières années. Il y a eu le Mediator, l'affaire du Dépakine, ou encore le scandale des cancers de la thyroïde, avec 500 000 personnes traitées pour ce cancer alors qu'ils n'étaient même pas malades. Des histoires, il y en a plein. Et puis, il y a l'affaire Vioxx. Alors là, vraiment, c'est une histoire à dormir debout. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais on va résumer parce que c'est important de connaître cette histoire. Le Vioxx, ça vous dit peut-être rien, car chez nous, ça n'a pas fait trop de bruit, et puis ça date de 2004. Mais grosso modo, avant cette affaire, tout le monde faisait plus ou moins confiance au labo, les yeux fermés. Cette affaire représente dans les 100 000 morts sur 5 ans. Pour bien visualiser, on parle de l'équivalent d'un crash d'avion par semaine pendant 5 ans. Ça fait beaucoup. Si une compagnie d'aviation avait ce genre de résultat, elle passerait pas l'hiver, c'est sûr. Et encore, c'est une estimation pour les US. Le médicament était distribué partout, donc c'est sans doute bien pire. Bref, le pire dans cette histoire, c'est que le FBI est allé chez Merck, donc le labo, pour pas le citer. FBI. Et là, à l'analyse des dossiers, bam, ils s'aperçoivent que ce n'est pas une erreur, ou une incompétence de la part des scientifiques de la firme, mais que les gens de chez Merck savaient que le médicament était nocif. Ils savaient que le médicament, plus ou moins, doublait les risques de crise cardiaque. Et pourtant, ils ont continué à le distribuer. C'est chaud. La bonne nouvelle est qu'en réalité, c'est bien une étude de la FDA qui a provoqué le retrait du marché. Les institutions censées nous protéger fonctionnent. Cependant, ici, le lien était assez facile à détecter car le médicament provoque des infarctus. Mais on peut se demander si cette pharmacovigilance serait aussi efficace avec des effets secondaires moins directs et plus diverses, comme des cancers ou des maladies auto-immunes, plus longues à se déclarer. On verra les problèmes liés à ce genre d'études dans les épisodes suivants. Cet événement a profondément changé le monde de la pharmacologie.
Après tout ça, les gens se méfient quand tu leur dis vaccin ou autre, ils ont les miquettes. Et oui, quand on t'a trompé une fois, c'est normal d'en ressortir méfiant. Et voilà, science et confiance, vous commencez à capter en quoi c'est lié. Du coup, tous ces crimes contre la science, et donc ces crimes contre la vérité, ne sont pas sans conséquences. Non seulement les gens n'ont plus tellement confiance, mais en plus cela freine énormément la recherche. Tout doit être super bien contrôlé, on doit traquer les tricheurs. Ça coûte un pognon fou. En plus, c'est pas de la petite triche à 2 ronds du genre cours de récré d'une bande de gamins de 6 ans. Là, on parle plutôt de stratégies élaborées par des QI à 140. Faut accrocher. Et puis, à côté de ça, on entend les chercheurs se plaindre d'une situation qui, effectivement, fait un peu peur. Publish or perish. Ça veut dire publie ou meurt. En gros, soit un labo publie des résultats, soit on lui coupe ses crédits. Surtout qu'à l'heure actuelle, c'est publier ou périr. Donc les chercheurs ont tendance à multiplier les publications. Carrément, je sais pas, quelque chose, une recherche faisait une publication, ben là ça va être segmenté et ça peut en faire 2, 3, 4. Et à l'heure actuelle, on voit qu'il y a malheureusement de plus en plus, ça ne veut pas dire qu'il y en a énormément, mais on voit de plus en plus de publications qui normalement n'auraient jamais dû être publiées avec des données qui sont à la limite d'être bonnes, donc qui ne sont pas scientifiquement saines, pour être poli, quoi. Donc d'un côté, on a des tricheurs avérés et de l'autre, des scientifiques forcés de produire de la science quitte à sacrifier un peu la qualité. Et les gens dans cette histoire se retrouvent avec une confiance brisée, et il suffit de peu d'affaires pour que ce soit le cas. Pourtant, on a besoin de la confiance. C'est bien simple, le champ des connaissances humaines est maintenant beaucoup trop vaste pour être maîtrisé par une seule personne. J'irai même plus loin, si on prend l'exemple de la médecine, aucun médecin à l'heure actuelle ne peut se targuer de vraiment s'y connaître dans tous les sujets du seul champ de la médecine. Même dans sa propre spécialité, c'est dur. Ce qui fait que sur de nombreux sujets, ils sont obligés de faire confiance aux chercheurs les plus renommés de leur spécialité. Certains parlent d'un taux de croyance par délégation en hausse. Voilà, on est en plein dedans. Au passage, c'est plutôt malin de faire ça, ça permet de dépenser toute son énergie sur une partie du problème, et donc d'aller beaucoup plus loin qu'une personne qui devrait tout appréhender toute seule. Mais bon, quelle est la conséquence de tout ça pour nous, dans notre quotidien ? Eh bien, réfléchissez un peu. Quand vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin de vous faire un avis. Même parfois, par simple curiosité, on a envie de se faire un avis. Alors, comment faire ? Certains pensent peut-être assez naïvement pouvoir s'en sortir en ne faisant confiance à personne. Mais on l'a vu, ça marche pas. Le champ des connaissances est maintenant trop étendu pour être appréhendé par une seule personne. Non, pour vous faire un avis, surtout si vous n'avez pas trop le temps nécessaire pour démêler le vrai du faux, vous avez besoin d'être rapide, efficace. Vous allez devoir faire confiance. Et oui, la confiance joue un rôle essentiel, car au fond la démarche classique, quand il s'agit de se faire un avis, consiste en effet à essayer de voir ce qu'en disent les autres, ceux qui savent, ou du moins ceux qui semblent savoir. Maintenant qu'on a compris qu'on devait faire confiance, mais pas à n'importe qui, on va s'intéresser à la question qui tue. En qui placer sa confiance ? Mais dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec un extrait très cool et qui illustre bien notre propos d'une interview d'Henri Brock et de Gérald Bronner sur France Inter. C'est un peu les patrons de la pensée critique en France, donc si vous ne les connaissez pas, j'espère que cet extrait va vous donner envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ciao! Un mot peut-être également sur les récents scandales. On peut par exemple penser au gros papier de Science qui a montré que sur 100 papiers publiés, alors c'était particulièrement dans le domaine de la psychologie certes, mais il y a eu d'autres scandales depuis, il y en avait 60% qui n'étaient pas réplicables, reproductibles, de voir que de plus en plus on a quelques scandales en France comme à l'étranger, des chercheurs qui publient et dont les publications doivent être retirées, dépubliées 2-3 ans parce qu'il y a eu trucage, parce que les revues à comité, les revues à comité de lecture se font acheter, notamment en Asie. Enfin, est-ce que là aussi, il n'y a pas il faut pas un peu balayer sous son propre paillasson et se dire qu'il y a un problème aujourd'hui dans la démarche scientifique, dans la méthode scientifique, dans la course à la publication, dans la difficulté et la complexité à reproduire un certain nombre d'essais, d'expériences publiées, Gérald Bronner ? Mais certainement, ce serait quand même très paradoxal qu'on exonère la science de sa méthode de sélection des
des idées. Elle est avant toute autre pratique sociale, elle est la première comptable de ces méthodes. Simplement, je dirais le dessin n'est peut-être pas aussi catastrophique que ça. Il y a d'abord ce qu'Henri Brock a bien souligné, une injonction à la publication, le publish or perish, qui augmente, dont on a beaucoup parlé ici, qui augmente globalement le volume de publication et mécaniquement fait baisser la qualité moyenne de cette publication, parce que ça augmente notamment les supports de publication, qui sont des supports de publication opportunistes, dans certains cas qui sont seulement gérés même par des robots. Et donc on peut même publier, dans le pire des cas, des articles qui ne signifient strictement rien, c'est aucune langue, ça a été fait. Bon, voilà. Ça a été fait par. Mais par un chercheur. pour me faire l'avocat tout de même de tout cela, je considère comme plutôt une bonne nouvelle le fait qu'il y ait des articles qui soient retirés de la publication. Ça prouve précisément que la science n'est pas une pseudoscience, qu'elle est capable, comme on le disait au début de l'émission, d'autocritique et de se rendre compte qu'après 2 ou 3 ans de publication d'un article, que en fait la méthode n'a pas été respectée ou que les résultats ont été mal interprétés ou voire truqués aussi dans certains cas. Il n'y a pas de raison de croire que la communauté scientifique soit plus vertueuse que les autres communautés humaines. Il y a des escrocs dans cette communauté, il y a des menteurs, il y a des gens qui font des erreurs aussi, tout simplement de bonne foi, et puis il y a des choses qui sont provisoirement vraies et qui méritent d'être réfutées parce que c'est ça la science.